Donc, la mise en place du granitoïde pour former éventuellement un grésine est polyphasique. Donc, on doit avoir la mise en place d'un granite. Le granite va refroidir, cristalliser. Puis au fur et à mesure qu'il refroidit, il y a une phase liquide, une phase fluide qui peut se séparer, qui va généralement être très, très, très acide. Donc, on va d'abord cristalliser notre granitoïde. Donc, on va avoir une roche à quartz feldspar. On peut avoir l'hypocline, plagioclase. Puis lorsqu'on a séparation de la phase vapeur, on va cristalliser les jus qui sont hyper riches en sodium pour former de l'albite. Donc, dans le cœur du système, on va souvent avoir un granitoïde qui est hyper albitisé. Donc, on va passer de notre granite à la zone hyper albitisée, on peut appeler ça une albitite. Puis ensuite, la séparation de la phase vapeur va induire un environnement hyper acide. Donc, on va avoir des gaz qui peuvent être hyper riches en hydrogène, en fluor. Donc, encore une fois, on va avoir un environnement qui est extrêmement corrosif, qui va attaquer nos feldspaths pour former de la muscovite. Donc, comme on a un environnement qui est très acide, on dissout les feldspaths, on va former des muscovites, d'où l'altération de type grésine à quartz muscovite. Donc, souvent, ça va être une roche plus ou moins grossière, qui va contenir des reliques de feldspath, avec muscovite et quartz. Donc, il y a toute une série d'altérations aussi qui peuvent survenir en association, mais grosso modo, on va avoir des zones albitisées, puis l'altération à quartz muscovite est caractéristique. Donc, si on a une représentation du système ici, donc on a notre granitoïde qui est en train de cristalliser, qui forme une zone d'albitite, donc un granite fortement albitisé. Puis ensuite, on a notre grésine qui est superposée dessus, l'altération à quartz muscovite. Mais en fonction des encaissants qu'on va avoir, donc si on a une roche qui est ultra basique, donc une roche ultramafique, comme une serpentinite ou un basalte magnésien, une roche carbonatée ou une roche sédimentaire, là on va avoir des compositions minéralogiques qui vont varier dans les styles d'altération qu'on va avoir. Fait que si on a une roche ultra basique, une roche ultramafique, qui est en contact avec une intrusion qui va développer un grésine, ben, dans l'encaissant, on va avoir très souvent une altération à phloropite, donc un nickel magnésien et potassique, qui va devenir de moins en moins magnésien, qui va se transformer en biotite, puis éventuellement, on va avoir la roche ultramafique non altérée. Dans la roche carbonatée, on va avoir topaze, tourmaline, fluorine, avec une auréole qui va être quand même assez large. Puis dans les aluminosilicates, dans les roches alumineuses, disons, si on a des pélites, donc une roche sédimentaire argileuse, là on va avoir des roches riches en quartz, puis des cornéans. Donc on va avoir une auréole de cornéan autour du granitoïde. Donc, c'est bon aussi toujours garder ça en tête. Les altérations hydrothermales qu'on observe, peu importe le système, les minéralogies qu'on va observer vont refléter entre autres la composition des rocheuses. Donc, c'est un bel exemple ici là, qui est illustré. Donc, vous pouvez imaginer si on a un granite qui se met en place dans la croûte, le granit ne sera pas à l'équilibre en termes de température et de composition chimique avec
les roches encaissantes, qu'elles soient sédimentaires ou volcaniques. Ce phénomène-là est hyper bien représenté dans le sud de l'Angleterre, dans la région de Cornouailles, vraiment dans le sud, là, ici vous voyez l'océan Atlantique, où on a une ceinture intrusive, donc des plutons, des batholithes assez importants. Donc une ceinture intrusive où on a des granites qui sont exposés, outcropping granites. Puis en association avec les granitoïdes, on a des minéralisations qui présentent une zonation importante. Donc on a notre granitoïde. Ici vous avez les tin centers, les centres à étain. En fait, c'est des centres à étain tungstène. Donc vous pouvez voir qu'à certains endroits, on a probablement des coupoles au-dessus des granitoïdes. Il y a une association spatiale forte entre les centres à étain et la présence des granitoïdes. Donc, on peut voir l'association spatiale assez importante. Ensuite, on a les veines de cuivre, donc des centres à étain qui sont soit dans le granitoïde ou immédiatement en périphérie, comme ici. Ensuite, on a les veines de cuivre qui sont essentiellement dans les roches encaissantes. Donc, quand le granitoïde s'est mis en place, il y a eu des altérations intenses du granitoïde, des roches encaissantes pour former les cœurs à étain, les tin centers. Ensuite, en périphérie des tin centers, on va avoir les veines à cuivre qui vont se développer. Donc, ça représente les champs phyloniens qui sont illustrés par les zones en brun. Ensuite, on va avoir les veines à métaux de base, plomb, zinc, argent, antimoine, barium, qui reflètent en fait la décroissance de température en s'éloignant du granitoïde. Donc, le granitoïde, les cœurs à étain tungstène, les veines à chalcopyrite, puis ensuite les filons à plomb, argent, zinc qui sont en périphérie. Donc, ça représente quand même assez bien le principe de zonation métallique en association avec des plutons. Routier est un métallogéniste français. Il a fait une synthèse, un essai de synthèse des différents gîtes selon leur contexte de formation. Puis, il a étudié puis il a repris aussi des travaux qui avaient été faits dans la région de Cornouailles pour définir une zonation métallique caractéristique de la région et qui reflète la mise en place d'un granitoïde dans les roches métasédimentaires. Donc, ici, il a représenté une paragénèse avec des minéraux de plus haute température à proximité ou à l'intérieur du granitoïde. Puis la zonation va refléter une décroissance de la température en s'éloignant du système. Il a fait toute une classification ici qui date quand même beaucoup, ça a été fait en 1963. Reste que la zonation métallique est encore véridique. Les classifications ici, mésothermales, hypothermales et épithermales, vont varier selon les hauteurs que vous avez dans la littérature. Mais grossièrement, vous voyez que la zonation reflète une décroissance de la température. Vous pouvez voir ici une zone pneumatolithique. Donc, la zone pneumatolithique, on a parlé au début du cours, c'est essentiellement le dégazage des intrusions qui permettent de former des gaz et des fluides qui vont s'échapper dans l'air. Donc, vous avez les zones les plus proximales qui vont être à étain, tungstène, certains métaux comme le cuivre, le bismuth. Donc, c'est dans ces zones-là que vous allez avoir la cassitérite, la wolframite, la scheelite. En s'éloignant, on va avoir la chalcopyrite qui va s'étendre quand même pas mal passablement dans les roches sédimentaires. Puis enfin, plomb, zinc, barium, antimoine, vraiment en périphérie. Donc, c'est une zonation minéralogique qui reflète la décroissance de la température, puis
puis la minéralogie des filons de la région du Cornouailles. Vous allez avoir aujourd'hui à placer des collections d'échantillons dans un diagramme comme celui-ci, selon la minéralogie de l'échantillon, sa texture, etc. Donc, vous allez voir, il y a certains minéraux comme la blende. Vous savez c'est quoi la blende? Peut-être les Français, non? La blende, c'est le mot français pour sphalérite. Donc, j'aime bien utiliser ce genre de diagrammes. On remonte dans le passé, mais c'est des noms que vous pouvez lire dans la littérature française sur la géologie. Donc, la blende, c'est la sphalérite. On a du mispickel. Mispickel, c'est de l'arsénopyrite. Donc, ça peut être bon à on va regarder un exemple ici, au Nouveau-Brunswick, où on a une ceinture plutonique, où on a des plutons assez importants, plurikilométriques, où on a une association entre différents types de granitoïdes. En fait, c'est des granites, des granodiorites qui ont une texture comme celle-ci, ils sont équigranulaires, des fois un peu porphyriques, qui vont former des grands plutons. Donc, c'est des minéralogies assez simples, piétite, ils vont un peu d'amphibole, mais c'est le genre de roches intrusives qu'on trouve dans le secteur, qui sont intrusives surtout dans les roches métasédimentaires. Donc, ici, vous voyez une cornéenne avec des cristaux d'andaluzite qui représentent en fait la mise en place de l'intrusion, l'auréole métamorphique autour de l'intrusion. Donc, ici, c'est un exemple où on a une intrusion de granit mélanocrate. Bon, c'est essentiellement des granites, puis des granites, surtout des granites. Donc, des granites au sens strict. À d'autres endroits, c'est des granites diorites. Donc, on a nos plutons qui se mettent en place avec les coupoles ici, puis des filons qui vont être associés. Donc, vous pouvez voir que les filons ne sont pas nécessairement très épais, c'est des filons généralement métriques. Ici, c'est une Tin Hill. Non, ici, ce n'est pas une ancienne mine. C'est un district où on trouve des anciennes mines. Tin Hill. Ouais, c'est ça, c'est pas une ancienne mine. Et on se trouve immédiatement dans la partie apicale du granitoïde. Donc, ici, on serait dans la zone à tungstène. C'est des filons à wolframite, je vais vous montrer une photo. Mais on se trouve à l'intérieur de l'intrusion granitique. Donc, un peu plus de détails. Ici, c'est les mêmes filons. Des filons à wolframite où on a la veine de quartz. Puis, vous pouvez voir ici l'altération de type Grayson en périphérie avec les porphyroblastes de muscovite, les grosses muscovites. Donc, la roche à quartz muscovite en périphérie des filons de quartz. Un autre secteur, c'est toujours dans le même district. Ici, vous voyez Burnt Hill Mine. C'est une ancienne mine de tungstène. Tungstène éteint, plus ou moins molybdène, qui est encaissé dans les roches sédimentaires adjacentes à l'intrusion. Vous voyez ici, c'est les roches métasédimentaires, puis les filons à wolframite se sont mis en place dans des joints, donc des fractures qui se sont formées en association avec l'intrusion. Donc, vous voyez ici, c'est des veines parallèles. Des fois, ça peut être des stockworks, et qui coupent clairement la foliation ancienne. Vous voyez ici un rubannement dans les roches métasédimentaires. Puis les filons quartz wolframite sont mis en place dans ces fractures-là. Donc, on voit une association entre le granitoïde, les fractures qui sont associées à la mise en place du granitoïde, et puis les filons hydrothermaux qui peuvent circuler à l'intérieur. Donc, c'est le genre de roche qui était minée à la mine de Burnt Hill. Donc, les textures du minerai, on peut voir des veines souvent qui vont être foliées, rubanées, des veines en extension
avec des textures en peigne, des brèches. Comme ça ici, c'est une brèche dans une veine de quartz où on trouve essentiellement de l'arsénopyrite. Puis les petits cristaux de wolframite qui sont ici. On va voir d'autres photos. Donc, wolframite est un oxyde de tungstène qui contient des impuretés. C'est le minéral noirâtre ici. Ça peut ressembler un peu à de la tourmaline, mais ça n'a pas toutes les caractéristiques, mais ça a quand même le noir assez typique de la tourmaline. Ici, c'est un échantillon qui vient d'un des deux sites que j'ai montré, avec la wolframite, un peu de pyrite et de molybdène à travers. Vous voyez les gros cristaux de wolframite, ça doit faire à peu près 15 cm. Donc, c'est un des minéraux qui peut être miné. Ici, c'est une veine de quartz molybdène. Puis le cristal blanchâtre, c'est de la schillite. La schillite est assez est très très fluorescente. Donc, si vous avez une lumière UV, vous pouvez voir la schillite assez clairement. Donc, ça, je ne sais plus si c'est le même échantillon que j'avais pris, mais vous pouvez voir la schillite qui sort assez bien. Là, dans ces systèmes-là, généralement, la schillite va avoir une fluorescence bleutée. En plus, la wolframite, la schillite, c'est des minéraux qui sont assez résistants dans l'environnement secondaire. Ça a déjà été utilisé comme outil de prospection, entre autres dans la région ici. Comme la wolframite et la schillite sont assez résistants dans l'environnement secondaire, mais ils peuvent être étudiés dans les îles et les sédiments meubles qui vont être adjacents à ces gîtes-là. Ça va être possible de remonter à la source. Donc, un peu comme les diamants la semaine dernière, les minéraux lourds résistants peuvent être utilisés pour la prospection glaciaire ou géochimique pour remonter aux sources des minéraux, comme dans ce cas-ci, par exemple. Donc, c'est l'introduction que je vais faire au grésène et au filon de quartz et polymétallique qu'on peut retrouver en association. On va s'attarder maintenant aux porphyres à métaux précieux et métaux de base. Les porphyres représentent un des gisements caractéristiques des zones de subduction. C'est également des gisements hyper importants. En fait, c'est la plus grande ressource en cuivre de la planète. C'est des gisements importants d'or. Parmi les plus gros gisements d'or de la planète sont formés par des porphyres. Puis on retrouve une foule d'autres métaux en association, que ce soit du zinc, du cuivre, de l'argent, du molybdène, du tungstène. Donc, c'est des gisements qui sont très, très importants à l'échelle planétaire. Entre autres, le plus gros gisement d'or, de cuivre-or, celui de Grasberg en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le plus gros gisement d'or de la planète, un des plus gros gisements d'or de la planète, en fait, contient plus de 100 millions d'onces d'or. Un gros gisement, ou disons un gisement. Le plus gros gisement d'or au Canada, présentement, c'est celui de Canadian Malartic, qui contient en tout et partout là, à peu près 16 millions d'onces d'or. Un petit gisement qui va être exploité une dizaine d'années en Abitibi ou au Canada va contenir entre 800 000 onces d'or, 1 million d'onces, jusqu'à 3-4 millions d'onces. Celui de Grasberg contient 100 millions d'onces d'or. Donc, c'est un très très gros gisement qui est opéré par une firme américaine, Freeport-McMoRan, et britannique, Rio Tinto. Donc, le gisement de Grasberg, puis la plupart des porphyres, en fait, les porphyres, ça ressemble tous un petit peu. Ils ont toujours une intrusion de composition variable. Généralement, ça va être des monzonites, des monodiorites, des planites.
qui sont mises en place dans un encaissant, puis ils vont être associés à la circulation de fluides hydrothermaux dans le granitoïde puis les roches encaissantes. Puis ils vont généralement être associés à un volcan, qui va être associé à la formation de gisements à plus basse température dans des systèmes épithermaux. C'est une photo aérienne du gisement de Grasberg. Donc, en fait, c'est une province inclusive dans une chaîne de montagnes, une chaîne orogénique importante. Ici, je pense qu'on est à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, c'est une grande chaîne orogénique. Vous pouvez voir que les roches sont déformées, des plis à l'intérieur. Puis, il y a une série d'inclusions qui sont mises en place dans le secteur. C'est une photo ici que j'avais prise, je pense que c'est sur le site web de la NASA, où on voit quand même assez bien, c'est peut-être juste Google, mais on voit quand même assez bien l'intrusion de Grasberg. Le puits au centre fait, je pense que c'est près d'1 kilomètre de dénivelé entre le sommet des montagnes et le fond du puits. Donc, c'est une infrastructure quand même assez importante. C'est une région hyper isolée. Les tribus les plus isolées de la planète sont en partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis ici, on se trouve au sommet d'une chaîne de montagnes la plus haute du pays. Donc, c'est une infrastructure importante. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des gens qui ont utilisé, je pense que ça a été fait en hélicoptère, probablement, ce survol-là. Puis, c'est une vidéo qui survole le gisement de Grasberg, qui descend un peu dans la fosse, puis on voit le paysage. C'est assez impressionnant. Puis je m'étais amusé à compter le nombre de camions qui partent à peu près ici. Puis le nombre que je pouvais compter, il y en avait plus de 50. Si vous allez à Malartic, en Abitibi, on va y aller si vous faites le camp de 43e année avec moi. Chacun de ces camions-là est vraiment très très gros. Puis ils sont vraiment plus gros que ceux qui sont utilisés à Malartic. Fait qu'ils vont faire, les pneus sont plus grands, sont plus gros que la salle de classe qui est ici. Puis j'en ai compté à peu près une cinquantaine jusque-là. Donc c'est une infrastructure vraiment impressionnante pour le minage de ce type de gisement. Donc, les porphyres, en termes de ressources en cuivre, représentent l'essentiel de la ressource pour la planète. Donc, à l'échelle mondiale, on parle de plus de 50%. À l'échelle du Canada, plus de 60%, à peu près 60%, c'est plus maintenant. Donc, c'est des ressources très, très, très importantes. Il y a plusieurs définitions qui existent pour les porphyres. Si vous utilisez des définitions originales, c'est des différentes définitions qui amènent quand même certaines composantes qui permettent de bâtir un modèle géologique pour les porphyres. En fait, c'est des gisements à teneur basse, à moyenne. Donc, généralement, ils vont avoir des teneurs très, très faibles par rapport aux gisements qui étaient minés avant les années 60. Donc, c'est des gisements à basse teneur qui montrent un contrôle structural. La plupart des gisements métalliques qu'on trouve sur la planète sont à peu près tous contrôlés en partie par des failles ou des fractures. Donc, c'est pas inhabituel d'avoir un contrôle structural sur les porphyres. Ils sont spatialement et génétiquement associés à des intrusions porphyriques. Donc, on a à la fois une association spatiale avec une ceinture intrusive, puis génétique parce que les métaux puis le fluide hydrothermal est mis en place pendant la genèse de ces intrusions-là. Donc, c'est une définition qui est à la fois minière, donc en termes de teneur et tonnage, géométrique, donc un contrôle structural et spatial, puis génétique également. Donc, ici, on parle d'association génétique avec une intrusion.
Donc, la définition de Seedorf, 2005, dans un volume de référence, porphyry deposits are magmatic hydrothermal. Donc, des gisements qui sont associés au magmatisme et aux phases hydrothermales, où la minéralisation est sulfurée ou oxydée. Puis on a une précipitation à partir d'une phase aqueuse à haute température. Donc, c'est une définition ici qui est franchement génétique, qui est liée à la formation des roches. Donc, ici, on fait abstraction de la notion minière, de la définition minière du gisement. CITO 2010, une autre référence en termes de porphyre. Donc, c'est des gisements, donc cuivre, ça peut être d'autres métaux également, qui sont des très très grands volumes de roches, donc plusieurs kilomètres cubes, de roches qui montrent une altération hydrothermale qui peut être également associée à la formation de skarnes, de zones de remplacement dans les roches sédimentaires, puis également des zones de minéralisation épithermale dans les volcans ou des filons. Donc ici, on va au-delà de la définition génétique simple avec une intrusion ou de la définition minière, puis on va dans la notion de système. Donc on a une intrusion, une grande intrusion qui se met en place avec une association avec un volcan, donc à la fois la notion intrusive et volcanique. Un système hydrothermal à grande échelle, donc circulation de beaucoup de fluides dans la croûte. Puis il y a aussi la notion de système où on a la formation de différents types de minéralisation en fonction de notre environnement géologique qui va être associé à la mise en place de l'intrusion dans la croûte. Donc c'est une notion qui est vraiment très 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 générale qui englobe le système du porphyre. Donc, grosso modo, si on veut avoir une définition simplifiée, disons, donc un porphyre, c'est un système magmatique hydrothermal, genèse en association avec un système magmatique. Des roches intrusives intermédiaires felsiques, généralement porphyriques, qui vont former soit des petites intrusions, c'est pas nécessairement des batholithes ou des grands pitons. Généralement, ça va être soit des intrusions en forme de pic, des petits stocks ou des dikes. On va voir quelques photos sur la géométrie des intrusions, quelques photos, quelques cartes, mais c'est généralement des intrusions qui sont assez restreintes en termes de volume par rapport aux grandes ceintures intrusives. C'est une minéralisation généralement sulfurée ou oxyde où on va avoir des stockwork, des disséminations. Puis une altération caractéristique qui reflète les changements chimiques puis la variation de température des zones internes à externes. On va voir les altérations après. C'est situé en association entre une chambre magmatique, donc un magma qui est en train de cristalliser, puis un volcan à la surface. Donc il y a une interface ici entre intrusion et un volcan. Les premiers porphyres qui ont été minés au Canada se situent dans les Appalaches, en Gaspésie, dans la région de Murdochville, c'est le berceau des systèmes porphyriques pour le minage au Canada. Maintenant, l'essentiel des porphyres qui sont minés au Canada se trouve dans les cordillères, donc dans l'ouest canadien, où on va avoir l'essentiel de la production de cuivre là, au Canada. Où on trouve les porphyres dans le monde, évidemment, c'est en association avec les grandes zones de subduction. C'est pas une surprise, donc toute la ceinture de feu du Pacifique. Dans les anciennes zones de subduction, par exemple en Oural, tout le complexe alpin. Donc, c'est pas rare sur la planète de trouver des porphyres. Mais on les trouve en association avec des zones de subduction soit actives, récentes, ou des ceintures où il y a eu de l'ancienne subduction, comme au Paléozoïque, dans la ceinture de l'Oural, au cœur de la Russie. Donc, une association claire avec des zones de subduction.
Pour le Canada, évidemment, bon, c'est dans l'ouest canadien, on trouve différentes associations métalliques, principalement à cuivre, mais il y a toute une panoplie d'associations métalliques qu'on peut avoir en fonction des roches. Celui de Gaspé Copper, donc à Murdochville, dans les Appalaches, qui a été miné jusqu'à dans les années, jusqu'à 2000, je crois, 99 ou 2000, qui est fermé maintenant. Donc, c'est essentiellement dans les Appalaches. On a eu des anciennes subductions, des anciennes collisions continentales aussi, où on a de la subduction active dans l'ouest canadien. Puis, on en retrouve quelques-uns de décrits de façon assez éparse là, dans les roches précambriennes du Caton du Supérieur. Pour ceux qui sont précambriens, l'association génétique avec les inclusions est souvent débattue. Ils sont plus rares, puis ils sont différents comme système là, en termes de minéralogie, de contexte de formation par rapport à la plupart des autres porphyres sur la planète. Donc, il y a toujours un contentieux sur l'interprétation de ces gisements-là comme des porphyres en tant que tels, en raison de ces différences-là. Nous, la description qu'on va faire dans le reste du cours, essentiellement, va toucher aux porphyres assez typiques qu'on retrouve, par exemple, dans le Cottière ou en association avec d'autres zones de subduction sur la planète. Si on regarde ces deux diagrammes ici, c'est des diagrammes où on a le tonnage, donc la quantité de minerai qui est disponible, par rapport au tonneur. Donc, si vous voyez ici, c'est pour les porphyres. Ici, les gisements de type VMS, un autre type de gisement de cuivre qu'on va voir plus tard dans la session, mais qui sont associés à du volcanisme sous-marin. Si on vient au porphyre, maintenant, on peut retrouver différentes associations métalliques, évidemment. Donc, cuivre, molybdène, cuivre, or seulement, molybdène, étain, des fois tungstène. Donc, ça va être les principales associations métalliques qu'on trouve dans les porphyres. Les teneurs sont habituellement assez faibles. Donc, on a vu tantôt, en général, c'est des gisements à basse teneur. Donc, ils vont avoir 0,1, 0,2% de cuivre jusqu'à 1,2% de cuivre. Donc, des très très forts tonnages, des teneurs faibles. Et comme on a des très forts tonnages, on a des contenus en cuivre qui vont être très importants. Comparé au VMS, si vous regardez les teneurs les plus importantes qu'on trouve dans les porphyres, c'est autour de 1-2% de cuivre. Bon, ici, souvent les VMS sont calculés, le contenu métal est calculé en totalisant cuivre, zinc et plomb. Et ça, vous regardez les porphyres les plus riches, autour de 1% de cuivre, sont plus pauvres en cuivre que la plupart des gisements volcanogènes. Donc, c'est vraiment une différence importante. Les sulfures dans les porphyres sont vraiment disséminés. Les concentrations peuvent être très faibles de sulfure, ça va être entre 1 à, disons, 10% de sulfure, un peu plus. Donc, la concentration en sulfure est relativement faible, mais quand c'est des très très grands volumes, le contenu en sulfure est immense, le contenu métallique est immense. La distribution temporelle des porphyres maintenant, ici, donc, je fais des temps de l'Archéen jusqu'au présent. Vous pouvez voir qu'il y a un grand saut dans la concentration de porphyre à partir du Jurassique. C'est à peu près le moment où on commence à avoir la subduction continue le long tout le long de l'ouest de l'Amérique. Donc, en particulier en Amérique du Nord, où on a de la subduction active, puis on a automatiquement une augmentation du nombre de porphyres qui sont formés à ce moment-là. Donc, une association claire avec la subduction. Dans les époques plus anciennes, si vous regardez le protérozoïque, l'Archéen, qui regroupe beaucoup plus de temps à l'échelle de l'évolution de la Terre par rapport au Jurassique jusqu'au présent. Donc, un temps très étendu,
Donc, une longue période de temps, mais très, très peu de porphyres qui sont développés. Donc, à l'Archéen ou Protérozoïque, même s'il y a des porphyres qui sont décrits, ils sont extrêmement peu nombreux par rapport aux époques plus récentes. Donc, il y a une distribution spatiale en association avec des subductions, des anciennes zones de subduction, mais aussi temporelle, qui reflètent l'évolution séculaire terrestre, donc l'évolution géodynamique de la Terre. Ouais. C'est une raison pour laquelle il y en a moins à la fin ou Protérozoïque. Ben, il y a différentes questions. En fait, les porphyres se mettent en place entre 2 et 5 km de la surface. Il faut qu'on préserve cette partie-là de la croûte pour pouvoir les voir au Protérozoïque, à l'Archéen, à l'Ordovicien. Donc, il faut d'abord préserver ces environnements-là. C'est souvent des gisements qui vont se former dans les chaînes de montagne, donc qui vont être préférentiellement érodés. Donc, il y a toute cette question de préservation. Puis, il y en a beaucoup de géologues, et beaucoup de géologues en général qui vont dire qu'il n'y a pas de subduction à l'Archéen. Donc, il y a moins de possibilités d'introduire beaucoup de soufre oxydé dans le manteau pour faire fusionner le manteau et la croûte. Oui. C'était pas des environnements accidents, il y avait peut-être pas de subduction. Donc, il n'y avait pas nécessairement tous les éléments mis en place pour mobiliser les métaux, former des grandes ceintures intrusives, puis des porphyres. Ceci dit, localement, on retrouve des systèmes à or ou à cuivre qui sont associés avec des intrusions qui ont l'air d'avoir une association génétique. Il y a un gisement de cuivre d'ailleurs qui a été miné dans la région de Chibougamau, nord de Chibougamau, à Troilus. Une petite mine assez ouverte, quand même assez grosse, assez ouverte, qui a miné ce qui semble être un porphyre archéen. Il y a d'autres évidences aussi dans le sud de l'Australie, dans le canton du Gaillarde. Ailleurs aussi, il y a des petits systèmes à cuivre qui ont l'air d'avoir une association génétique avec les intrusions porphyriques. Le fait que justement on en retrouve quand même, est-ce que ça met un doute de la subduction? Il n'y a pas nécessairement de la subduction au sens où on la reconnaît aujourd'hui avec une plaque plongeante sur une plaque continentale ou une plaque océanique. La notion de plaque tectonique, comme on la connaît aujourd'hui, est peut-être différente aussi. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont toujours discutées en littérature. Donc, encore, c'est le diagramme qu'on a vu plus tôt pendant le cours, déjà à deux reprises, je crois. Donc, en fonction de la composition des granitoïdes, on va avoir des associations métalliques différentes, évidemment. Donc, des systèmes à cuivre, souvent vont être développés dans des systèmes plus ou moins différenciés, donc des diorites ou des tonalites. Alors que les gisements de molybdène, tungstène vont plutôt être dans les phases les plus différenciées. Donc, le diagramme que je viens de vous montrer reflète des granitoïdes qui vont avoir des compositions différentes. Puis, ces granitoïdes-là reflètent un environnement géodynamique de formation. Donc, habituellement, les porphyres, on va le voir, vont former des ceintures assez étroites, des ceintures intrusives assez étroites, qui vont souvent avoir des associations métalliques différentes, qui vont représenter différents contextes géodynamiques. Par exemple, tout au long d'une subduction interocéanique ou continentale, on va avoir une évolution du système où on a une plaque océanique qui subducte. Éventuellement, on va avoir la collision entre deux masses continentales, une collision importante, puis éventuellement une relaxation des contraintes pour avoir éventuellement de l'extension post-orogénique. Tout au long de ces évolutions-là, on va avoir des sources de magma qui vont évoluer
d'un coin de manteau, comme par exemple si la plaque subducte, elle va se déshydrater, se dévolatiliser. Les volatiles vont s'introduire dans le manteau qui est sous-jacent. L'introduction des volatiles va promouvoir la fusion partielle, former des liquides massifs qui vont pouvoir percoler dans la couche. Donc ici, on va avoir probablement des porphyres à cuivre ou à cuivre, peut-être cuivre molybdène, qui vont se former dans ces contextes-là. Si on a des collisions continentales, à ce moment-là, ce qui va fusionner, c'est probablement la croûte inférieure. On va avoir des magmas, surtout réduits, qui vont se former. Donc, une fusion partielle qui va générer des magmas qui vont souvent être de type S, donc une source sédimentaire, souvent péralumineux, qui vont former des granitoïdes, souvent felsiques, on va appeler de leucogranites, qui vont avoir des associations métalliques très souvent à épais tungstène. Donc, on peut voir qu'en fonction de l'évolution du système, on va avoir des associations métalliques là, qui vont être franchement différentes. Puis si le système évolue, éventuellement, on peut avoir l'extension post-orogénique qui est reconnue dans différents orogènes, puis former éventuellement des systèmes alcalins, riches en or. Puis en fait, l'intrusion de Grasberg en Papouasie-Nouvelle-Guinée représente un peu un système comme celui-ci. C'est un système alcalin qui est mis en place pendant une extension post-orogénique, puis qui est un système à or ou à cuivre selon les zones qu'on se trouve. Donc, en fonction de l'évolution des zones de subduction, on va avoir des sources, des affinités géochimiques qui vont varier, puis éventuellement des gîtes qui vont varier là, en termes de nature et composition métallique. Mais juste pour la A et la B, sur c'est que pour le D, pardon, le magma aussi provient du manteau, non? Ici, on a un upwelling de la sténosphère, une fusion partielle. Ici, on peut générer souvent des magmas qui vont être alcalins. Soit qu'on a une source enrichie, comme tu vois ici, le magma est déjà subducté. Le magma, la plaque a subducté. Elle s'est éventuellement détachée, a cassé, s'est enfoncée dans le manteau. Donc ici, on va avoir une remontée de manteau qui n'a pas nécessairement fusionné au préalable. Donc c'est un manteau qui est encore enrichi en éléments incompatibles. Si on le fait fusionner, on peut générer des magmas qui vont être riches en faute en or, en eau, en fluor, en sodium, en potassium. Puis dans ces contextes-là, on peut générer des magmas qui vont être alcalins, puis entre autres riches en or ou en cuivre. Donc la différence, ce sera que dans le A, le magma aura été partiellement fusionné avant de remonter, et dans l'autre, il n'a pas été. Dans les deux cas, on fait fusionner du manteau. Puis on va générer des magmas qui vont être mafiques, des magmas basaltiques. Donc, ils vont être dans la composante diorite, bronzodiorite. Ils vont la plupart du temps être oxydés dans la zone de subduction. On va avoir des magmas qui vont être franchement oxydés. Ils peuvent être oxydés, mais l'or est aussi en partie soluble dans les environnements des deux. Disons que ça va être essentiellement des diorites, donc des magmas mafiques qui peuvent être quand même assez riches en cuivre puis en or dans certains cas. Donc, dans les deux cas, on fait fusionner une source ultramafique. On génère des magmas mafiques qui peuvent être plus ou moins riches en cuivre et en or, puis d'autres éléments incompatibles aussi. Alors que si on fait fusionner la base de la croûte, à ce moment-là, on va avoir des porphyres qui vont plutôt être riches en molybdène, en étain, en tungstène. C'est un contexte différent.
Donc, ici, c'est une représentation de plusieurs phénomènes. Et c'est des graphiques assez complexes qui représentent, entre autres, la mise en place d'une grande intrusion en dessous d'un volcan, avec plusieurs apophyses, donc des dikes, des pipes intrusives, où on a des roches porphyriques. Donc, on a la source de magma, les roches intrusives qui se mettent en place pour former un volcan. On voit également la température qui diminue, donc de haute température. Ici, où on a un magma liquide, 600-700 degrés Celsius, qui refroidit jusqu'à ici 300 et aussi plus basse température. Donc, on a un refroidissement du système. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se produire dans ces 0 à 5 km de la surface. On a une transition fragile ductile. Donc, vous voyez ici, entre 300 et 400 degrés Celsius, le quartz passe de fragile, en bas de 350, puis il devient ductile à plus de 350. Donc, il y a une barrière ici de perméabilité importante qui va se former. Dans la partie très, très supérieure de la croûte, les roches vont fracturer, les roches riches en quartz vont fracturer. Donc, il y a une forte porosité qui va être développée, alors qu'à la température plus élevée, les porosités vont être colmatées. Donc, on va pouvoir avoir, où on a mis en place une intrusion comme ça, une focalisation des fluides, à l'endroit, justement, où on retrouve une augmentation importante de la perméabilité des roches. Donc, il y a déjà un facteur structural, là, physique, qui est contrôlé par l'environnement de formation. On a aussi des métaux et des fluides qui sont en solution dans le magma. Quand le magma se refroidit, arrive près de la surface, il se dépressurise également. Il y a des fluides qui peuvent se séparer. Puis les fluides, très souvent, vont être riches en soufre. Donc, les métaux vont être transportés par ces fluides-là. Puis il y a une transition à peu près à cette température-là, autour de 300-400 degrés Celsius, où les métaux vont être principalement transportés par le SO2 et à plus basse température, H2S, le H2SO4. Donc, quand on a cette transition-là, on peut avoir justement des variations dans la solubilité des métaux. C'est une autre chose qui se produit. Donc, on a évidemment les solutions des phases liquides, des phases hydrothermales et des phases vapeur à partir du magma. Donc, quand on a un changement de phase, bien, on va avoir une diminution de la solubilité des métaux. On va pouvoir précipiter les métaux à cet endroit-là. Puis évidemment, il y a la diminution de température qui va influencer la solubilité aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se produisent au niveau physico-chimique entre le 5-6 km de profondeur puis les volcans qui sont situés à la surface. Donc, c'est un environnement favorable pour la mobilisation des métaux, la fracturation de la roche, puis aussi la baisse de solubilité des métaux pour les déposer dans l'environnement géologique local. En termes de distribution spatiale, les gisements porphyriques vont, la plupart du temps, être distribués selon des grandes ceintures linéaires. Ils vont former des districts miniers, des districts métallogéniques. Donc, chacune des couleurs qui sont illustrées ici, c'est les nord, en fait, de l'ouest de l'Amérique du Sud, du Chili juste en Colombie. Puis chacune des couleurs ici représente des types de porphyres différents, des âges de minéralisation différents. Puis très souvent, on va avoir des styles de gisements qui vont varier. Donc, toutes les couleurs qui sont illustrées en rose sont des porphyres qui vont avoir des associations métalliques différentes. Puis dans les ceintures en vert clair et vert moyen, on va avoir des IOCG, des mantos, donc des systèmes différents qu'on va voir la semaine prochaine. Mais en fonction de la dynamique de subduction, de l'évolution de la subduction, on va avoir des systèmes qui vont varier, puis leur géométrie va refléter la dynamique de subduction qui était active au moment de formation des gisements.
ça ici, c'est un diagramme simplifié. C'est pas une... En fait, ça pourrait s'appliquer à certains endroits dans l'Ouest américain, mais c'est simplement un diagramme simplifié qui représente différents contextes géodynamiques où on a de la subduction ou non. Puis il représente les principales associations métalliques qu'on retrouve en fonction de cette géodynamique. Donc, simplement un exemple, ici par exemple, où on a les ceintures de subduction, donc des roches calco-alcalines habituellement, une subduction d'une poutre océanique sous une poutre continentale. Là, on va avoir essentiellement des petits carrés, des petits cercles, c'est des gisements cuivre et cuivre molybdène. Dans les environnements en extension, après orogène, on va avoir essentiellement les petits losanges ici, c'est des gisements de molybdène avec des associations bimodales, donc soit des roches mafiques ou des roches felsiques. Donc, vraiment en fonction de la géodynamique de subduction, de la géodynamique terrestre, on va avoir des associations franchement différentes d'une section de la croûte à l'autre. Maintenant, si on regarde au sein même des différentes ceintures linéaires qu'on a vues dans les diapos précédentes, souvent il va y avoir un regroupement des porphyres, des mines de ce style-là, dans différents districts. Donc, c'est vrai, par exemple, dans le nord du Chili, on a le district de Chuquicamata qui regroupe différents grands gisements. Puis, il y a l'air d'avoir une certaine périodicité dans les regroupements qu'on peut retrouver. Puis, en fait, quand on regarde des images linéamentaires, soit des photos aériennes ou des photos satellites, mais il y a l'air d'avoir un regroupement des porphyres selon certains linéaments qui peuvent représenter. Vous avez peut-être fait déjà l'analyse linéamentaire en cours de cartographie ou télédétection. Mais les linéaments, essentiellement, c'est des structures linéaires qu'on voit sur des photos aériennes, sur des images satellites, sur des cartes. Donc, c'est simplement des lignes qu'on peut tracer à la surface. Ça peut représenter des failles, des intrusions, des structures d'érosion, mais c'est simplement des structures linéaires. Puis, on peut remarquer qu'en fait, la plupart des grands camps miniers, des districts miniers de type porphyre, sont regroupés selon des ceintures linéaires, montrent une certaine périodicité, puis il y en a qui vont être associés à certains linéaments dans la croûte. Donc, ces linéaments-là peuvent représenter, par exemple, des structures anciennes qui étaient présentes, qui sont un héritage plus stable, des fractures importantes dans la croûte, que les magmas et les fluides ont pu emprunter subséquemment. Donc, on a une distribution généralement linéaire des grandes ceintures de porphyre, mais à l'échelle du district minier, mais on peut avoir des géométries qui vont varier. Comme par exemple ici, les flèches noires représentent l'axe de la zone de subduction avec la ceinture magmatique qui est associée à la zone de subduction. Donc ici, on peut voir que la plupart des intrusions sont alignées plus ou moins parallèles à la zone de subduction. Ici, c'est dans le district de Chuquicamata, dans le nord du Chili. On peut avoir des intrusions qui vont être complètement définir des assemblages perpendiculaires aux zones de subduction qui sont orientées comme ça ici, ou franchement obliques. Donc on voit que les inclusions sont obliques par rapport à la ceinture magmatique de la zone de subduction. Donc c'est des différences géométriques qui peuvent refléter les structures plus locales, puis l'héritage structural plus local dans les districts miniers. Donc, si on regarde maintenant à l'échelle un peu plus locale encore, souvent les porphyres vont être associés à des grandes intrusions, ça peut être des batholithes qui vont être zonés. Donc, on a notre source de magma qui est en train de cristalliser. Puis, on va avoir les dikes qui se mettent en place, les dikes qui vont être polyphasés, les dikes, les stocks, les pipes intrusives.
Vont être polyphasés, on va souvent avoir des phases précoces, donc des phases les plus anciennes, puis ensuite différentes générations qui vont se mettre en place, puis qui peuvent minéraliser de façon successive les roches encaissantes. Il y a un élément qui est dessiné ici qu'on appelle le lithocap, qui est assez caractéristique au porphyre, puis qui reflète l'environnement volcanogène qui est associé. Souvent, l'association avec les porphyres, on va avoir le lithocap, qui est une enveloppe d'altération argilique des roches volcaniques ou sédimentaires associées. Donc, très souvent, on va avoir le batholite, le grand pluton, les dikes, les roches volcaniques à la surface, puis le fameux lithocap, qui est une altération de l'édifice volcanique. Puis, en fait, le lithocap peut souvent être reconnu visuellement assez facilement. C'est une altération souvent argileuse, blanchâtre, qu'on peut reconnaître assez facilement, par exemple, dans les montagnes, des Andes. Simplement en volant en avion, en hélicoptère, on peut identifier parfois ces lithocaps qui sont des altérations argileuses, donc plus ou moins blanchâtres. On a parlé tantôt de contexte structural. Donc ici, c'est une carte géologique de la mine de Chuquicamata. C'est un des plus grands porphyres de la planète. Si on regarde l'intrusion principale ici qui est minéralisée, plutôt linéaire, est à peu près parallèle à la chaîne magmatique là, de la zone de subduction, dans ce cas-ci. Mais il y a une faille importante qui est reconnue, une anisotropie cristale importante qu'on appelle la West Fault. Puis le long de cette faille-là, on retrouve les différentes intrusions qui sont minéralisées. Donc il y a plusieurs mines tout au long. C'est tout un complexe minier ici où on a différentes intrusions qui sont mises en place, soit dans la faille ou à proximité de la faille. Donc ici on a la West Fault qui passe à travers le gisement avec des zones de sulfure disséminées et de stopwork qui sont illustrées par le petit pointillé ici, le patron pointillé. Donc une grande part de la minéralisation se trouve dans cette zone-là qui est en association avec la structure régionale. Donc à la fois avec l'intrusion puis la structure régionale qui passe à travers. Donc, une association spatiale avec des structures, un contrôle structural important. Donc, on peut avoir une association avec des structures régionales, mais aussi plus locales. Donc, les intrusions vont se mettre en place le long de grandes structures. Puis, plus localement, on peut avoir des patrons de fractures qui vont se développer en association avec la mise en place de l'intrusion. Donc, si on a une intrusion, une coupole intrusive ou un dike qui se met en place, ben on peut avoir des géométries de fractures qui vont représenter cette mise en place. Donc, par exemple, ici c'est le porphyre de San Juan dans le sud-ouest américain. Donc, on a le porphyre ici qui est au centre. Vous voyez des fractures radiales. Donc, des patrons de fractures qui sont centrés sur l'intrusion. Puis différentes veines qui sont mises en place à la fois dans ces fractures radiales, les fractures circulaires qui sont périphériques à l'intrusion. Donc, il y a un contrôle structural régional, mais aussi plus local qui est associé à la mise en place des intrusions. Donc, c'est encore une autre carte d'un porphyre dans l'ouest américain. C'est le porphyre de Bingham Canyon, qui est un des plus gros gisements de cuivre de la planète. Donc, c'est ça, l'intrusion est définie, le porphyre qui est exposé à la surface est ceinturé par le trait qui est en gras ici. Donc, ici, c'est le quartz condensite porphyre, le porphyre au centre. Puis, vous pouvez voir les auréoles d'altération qui vont contenir l'essentiel du cuivre molybdène, le cuivre. Puis, en périphérie, en association avec la zonation métallique, on va avoir des gîtes de plomb, zinc, argent en périphérie.
Donc, encore une fois, on voit une zonation métallique importante entre le cœur du système et la périphérie. Donc, on va avoir les stopwork, les veines à cuivre, molybdène, puis des veines à plomb, zinc, argent, et puis des disséminations à plomb, zinc, argent en périphérie, en association avec les fractures radiales. Donc ça donne une idée de la géométrie des porphyres, à la fois très, très régionale, en association avec les zones de subduction, mais aussi plus locale, qui va représenter aussi la zonation métallique, puis aussi la structuration très locale en association avec la mise en place de l'inclus. Ici, j'ai juste mis une autre slide pour, avant de montrer les photos d'altération, juste pour illustrer le fait que la plupart des porphyres dont on parle, en général, sont des systèmes à cuivre ou à cuivre. Mais il y a toute une série de porphyres qui peuvent être développés en association avec des associations métalliques à épin-tungstène. Par exemple, dans la province à épin de la Bolivie, on va avoir des porphyres qui vont se développer. On n'aura pas nécessairement l'association à cuivre, mais on peut avoir des associations métalliques qui vont varier là, en fonction du contexte de formation. Maintenant, j'ai mis des photos qui reflètent les roches hautes, les veines, pour bien reconnaître et caractériser les porphyres. Donc, les porphyres, c'est des roches porphyriques. Ici, c'est un exemple qui est de Bagdad, en Arizona. On voit des gros phénocristaux phosphate-potassiques. C'est une monzonite à quartz, au quartz à l'intérieur. C'est une texture caractéristique qu'on voit dans les porphyres. Les porphyres ont souvent des textures semblables au niveau des roches intrusives qui sont associées au système hydrothermal. Donc, ici, c'est un porphyre fracturé avec des veines de quartz, biotite, sulfure. Donc, des textures en espace ouvert, des espaces ouverts qui reflètent la mise en place dans la partie superficielle de la croûte. Donc, ici, c'est un stockwork qui est illustré de façon très schématique. On a un échantillon ici, refléter une histoire comme celle-ci. Mais on a un porphyre qui est représenté, les vénules à quartz sulfure. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que habituellement, le système hydrothermal va se développer pendant la cristallisation du granitoïde ou du dike. Donc, on peut avoir de la minéralisation qui est sein magmatique. Donc, au fur et à mesure qu'on cristallise l'inclusion, qu'on met en place le système hydrothermal, on va avoir des veines qui vont se mettre en place, et le magmatisme, lui, va continuer pendant le système hydrothermal. Donc, si vous regardez sur le diagramme, ici, on a la roche volcanique, la roche haute volcanique, les petits V. On a une roche intrusive qui est représentée par les petits croix. Donc, on a la roche la plus ancienne, la roche haute, le porphyre qui se met en place à l'intérieur. Puis ensuite, le porphyre a été minéralisé par différentes veines. Ensuite, ce qui s'est produit, ici on avait la roche volcanique, le premier porphyre. Il y en a un second qui s'est mis en place, représenté par les petits X. Si vous regardez comme il faut, ce deuxième porphyre-là coupe certaines des veines les plus anciennes dans le système. Mais il est lui-même recoupé par des veines plus jeunes. Vous voyez ça sur le diagramme. Il y a un autre porphyre qui se met en place, qui lui est plus jeune. On le voit par la bordure figée. On voit la relation temporelle ici par la relation de recoupement. Donc, lui est plus jeune, il est recoupé par une densité plus faible de veines. Donc, vous pouvez imaginer que si vous faites l'exploration pour ce genre de système-là, ce que vous allez rechercher, c'est souvent les porphyres les plus anciens, souvent en périphérie des intrusions, où on risque d'avoir la densité de veines la plus importante. Donc, une bonne connaissance des différents magmas ou des différents types d'intrusions qui se mettent en place, de leur géométrie, même va vous permettre probablement de rechercher les dikes les plus prospectifs pour avoir une densité de minéralisation et de concentration en cuivre plus importante. Ce qui est stratégique dans un environnement où on a des concentrations habituellement faibles dans les porphyres. Cette
dikes-là qui se mettent en place pendant la minéralisation. Donc, on sait qu'ils se mettent pendant la minéralisation parce qu'ils coupent les veines minéralisées, mais ils sont à leur tour coupés par les veines minéralisées. Donc, on appelle ces dikes-là des dikes interminérales. C'est assez caractéristique au système magmatique hydrothermique. C'est des exemples ici de dikes interminérales. Comme par exemple, on a le premier porphyre ici. Il y a une couleur plus pâle qui est coupée par un stockwork de veine de quartz minéralisée. On a le deuxième porphyre qui coupe des veines minéralisées qui sont dans le premier porphyre, mais est à son tour coupé par une veine. Donc ici, on a une manifestation vraiment qui nous dit qu'on a un système qui est contemporain de la cristallisation du système magmatique, qui nous indique en fait un lien génétique entre les veines, le système minéralisé et les intrusions. On va continuer 15 minutes. Peut-être 10. Peut-être moins. OK, ici, c'est un autre diagramme qui illustre en fait le système très général. Là, on a vu tantôt qu'il y avait une notion de système dans la définition du GIP, où on a un volcan, des roches volcaniques en association avec des roches intrusives. Le fameux lithocap, avec l'altération argilique qui est préservée au-dessus du lithocap, où on va avoir des systèmes très souvent épithermaux. Puis on a l'enveloppe d'altération qui est associée au porphyre. En association avec le porphyre, on va avoir différents styles de minéralisation. Le porphyre classique, les gisements épithermaux en association avec les volcans, les fameux skarnes, qui est un type d'altération, les mantos, ou sediment toasted distal disseminated gold. C'est des systèmes qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, et c'est simplement un diagramme pour introduire le fait que le porphyre lui-même, le système intrusif puis minéralisé, vient dans un système, dans un contexte géologique important. Ici, c'est le modèle de zonalité de l'altération qui a été défini au début des années 70 par deux géologues fameux, Lowell et Gilbert. En appliquant Lowell, il y a une histoire de découverte de porphyre à cuivre assez astronomique. Il a participé, je pense, à la découverte de 17 porphyres qui ont formé parmi certaines des grandes mines en Amérique du Sud et dans le sud-ouest américain, en appliquant le modèle géologique qui est basé essentiellement sur la minéralogie, le modèle géologique qui est développé pour les porphyres. Donc, dans le cœur du système, on a la plus haute température, on a l'altération potassique à quartz, feldspath potassique et biotite. On a une auréole d'altération phylique, qui est essentiellement une altération à séricite. Puis on a une enveloppe d'altération propylitique, qui est à chlorite épidote, plus ou moins carbonate. Donc, c'est la distribution physique qui a été établie là, dans les années 70 pour décrire les altérations des porphyres. Plus récemment, Silito, qui est un monument dans la géologie des porphyres, a décrit les altérations en faisant le lien entre le système intrusif et volcanogène associé. Donc, il place toujours l'altération potassique au cœur du système. Potassique, haute température, concentration des ions H+, aussi plus importante. L'altération potassique à biotype, feldspath potassique. Une enveloppe d'altération phylique, ou à séricite, qui est située immédiatement au-dessus, qui est associée en fait à l'altération qui se propage dans les roches volcaniques encaissantes. Puis en fait, on a l'altération argilique qui est associée au lithocap, donc le cap d'altération argilique qui est situé par-dessus. On va voir la semaine prochaine le détail sur ces systèmes-ci.
essentiellement, on a la zonation potassique philique, altération à silicites, puis argilique à kaolin, pyrophilite, élite dans certains cas, mais essentiellement l'altération argilique. Puis l'altération vraiment plus régionale qui est associée soit à la mise en place de l'inclusion ou au métamorphisme régional, on va avoir l'altération propylitique. Donc, c'est des termes qui définissent des altérations qui sont caractéristiques au porphyre en général. J'ai mis quelques photos ici pour vous aider à les reconnaître, puis qui illustrent la minéralogie caractéristique à chaque univers. Donc, l'altération propylitique, c'est l'enveloppe d'altération régionale qu'on trouve autour des systèmes. C'est essentiellement des altérations à chlorite, épidote, donc d'où la couleur verdâtre générale de la roche. Donc ici, on peut reconnaître assez clairement l'altération propylitique. Ça peut être minéralisé. Donc ici, on voit des veines de bornite qui passent à travers l'échantillon. L'altération peut être pervasive, donc associée à la circulation de fluide qui va remplacer les roches environnantes. Ça peut aussi être contrôlé par les vénules et les structures minéralisées. Donc ici, on a une altération, le porphyre, on voit un peu de biotite, quartz feldspath à travers. Les veines de quartz, on peut voir la chlorite en périphérie. Donc c'est une altération propylitique à chlorite qui recoupe le granit. Ici, c'est le porphyre de... Mais donc, on peut voir le contrôle par les fractures de l'altération propylitique. L'altération philique donc, peut être associée à la formation de phyllosilicates. Ici, on voit un cas qu'on a un contrôle par les vénules, les fractures. Donc, on a notre porphyre à quartz, les vénules de quartz, puis la silicite qui est en périphérie des vénules. Donc, on a des minces vénules avec une altération philique en périphérie, c'est une altération à silicite, contrôlée par les fractures. Donc, la silicite, en fait, c'est pas un nom minéral. La silicite, comme la muscovite, comme la phingite, comme la paragonite, c'est tous des micas blancs. Donc, la muscovite, c'est un nom minéral. Phingite, c'est un nom minéral. Paragonite, c'est un nom minéral. La silicite, ça décrit simplement un mica blanc qui a une texture nacrée à grains fins. Donc, ce n'est pas un nom minéralogique, ça inclut à la fois un minéral mais aussi une texture. La silicite va généralement donner un éclat nacré aux roches, un peu verdâtre. Puis c'est ce qu'on voit ici en périphérie des vénules. C'est un exemple d'altération argilique. Donc, évidemment, on a de la fracturation avec les veines de quartz. Puis vous pouvez voir que les phénocristaux de feldspath sont remplacés par une argile. Dans ce cas-ci, c'est la kaolinienne. Les feldspaths sont dissous par les fluides hydrothermaux puis transformés en kaolinienne. Enfin, l'altération potassique, c'est une altération généralement en feldspath potassique et biotite. Donc ici, les vénules de quartz avec du feldspath potassique en périphérie des veines. Donc c'est une altération, c'est pas si clair, mais il y a du feldspath potassique en périphérie des veines. C'est pas clair sur la photo. Donc c'est le style d'altération qui est caractéristique au cœur du système. Ici, c'est un diagramme assez synthétique qui reflète l'évolution temporelle du système. Donc, dans le cœur, on a une altération à plus haute température, à silicate potassique, donc phosphate potassique et biotite, qui est profonde, qui est associée aux plus hautes températures après la cristallisation de l'inclusion minéralisée. Ensuite, on a l'altération en silicite, qui est en périphérie, argilique. Puis
Puis éventuellement, on va voir la semaine prochaine l'altération argilique avancée qui est associée au système épithermique. Donc, à la fois les altérations potassiques, acéricides et argiliques représentent une zonation liée à la température et à la chimie du système. Mais on a aussi une zonation qui est liée à l'évolution temporelle, donc au refroidissement progressif du système intrusif. Donc ici, j'ai simplement mis une liste minéralogique des différents minéraux que vous pouvez retrouver. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais la plupart des sulfures qui sont communs, on n'ira pas à travers toute la liste. Mais essentiellement, c'est des gisements qui sont sulfurés. Donc, par exemple, dans le gisement de cuivre porphyrique, on va avoir chalcopyrite, bornite, chalcocite, tennantite, qui sont des sulfosels de cuivre. Donc, c'est une des associations des familles de minéraux les plus importants. Également, chélite, wolframite dans les systèmes à étain tungstène. Donc, on peut aussi avoir des oxydes dans ces systèmes. C'est juste ma dernière slide. On va en parler la semaine prochaine. Désolé pour le détendu, sur l'heure du dîner. Je parlais à quelqu'un dans le plan.